Stéphanie Boisvert est professeure à l'École des médias de l'UQAM, membre du Réseau québécois en études féministes et du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. Elle est également co-directrice du Labo Pop, le laboratoire de recherche sur la culture de grande consommation et la culture médiatique au Québec. Ses recherches portent sur la télévision et le cinéma, les nouvelles formes de la sérialité et les plateformes de VOD, en s'intéressant plus particulièrement aux enjeux féministes de genre et de diversité. Entre autres projets, elle travaille actuellement à une recherche visant à recenser et analyser la production de contenus originaux francophones pour les services VOD au Canada. Donc, tu as 20 minutes. On fait la discussion, on regroupe toutes les participantes à la fin. Donc, ça me paraît plus intéressant. Alors, bonjour tout le monde, à la fois les gens ici en présentiel et en ligne. Donc, je vais faire un partage d'écran pour que les gens en ligne puissent voir mon PowerPoint. Alors, voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait faire un pouce en l'air juste pour me dire si vous voyez bien. Ah, ça va venir sur Zoom? Génial. Alors, rebonjour tout le monde pour commencer. Ravie évidemment de pouvoir participer à ce magnifique colloque. En voyant l'appel et la présentation de ce colloque-là, je me disais, mais pourquoi personne n'y avait pensé avant? Mais comme thématique précise de colloque à l'ACFAR, j'en suis ravie. Et comme vous voyez, en fait, pour commencer ce matin, souvent, ça arrive très fréquemment dans des colloques qu'on dit, bon, je vais vous présenter ce qui est vraiment un work in progress, des résultats fort préliminaires de recherche. Alors, c'est mon cas. Donc, voilà, vous aurez été prévenus. Alors, il va être question de séries télé françaises ce matin. Alors, simplement pour mettre un peu la table, comme vous savez probablement, si vous vous intéressez aux séries télé, donc aux études télévisuelles, à la représentation de l'amour et de la sexualité dans les séries télé, durant la dernière décennie, il y a plusieurs recherches et publications qui ont contribué à documenter la place grandissante accordée aux relations queer dans les séries télévisées. Et ici, par relations queer, donc je me réfère aux relations amoureuses et ou sexuelles qui mettent en scène des personnages dont l'identité de genre et ou la sexualité est présentée comme étant non normative. Parmi ces recherches, alors évidemment, pour n'en nommer que quelques-unes, on ne peut évidemment pas passer sous silence le rapport annuel de GLAAD, donc la Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, qui est toujours une grande référence dans le domaine. Espérons qu'on aura un jour un rapport aussi complet sur la production télévisuelle canadienne, je le souhaiterais. Mais évidemment aussi, je me devais de mentionner le magnifique ouvrage de Joël Rouleau, donc Télévision queer. On peut évidemment aussi mentionner l'ouvrage de Eva Parsman sur la pédagogie de la télévision queer. Et évidemment, on pourrait aussi mentionner, entre autres, les ouvrages d'Iris Bray, Le regard féminin et Sex and the Series, qui ont connu une certaine popularité au sein d'un public plus élargi. Par contre, comme on voit évidemment, même s'il y a parfois certaines exceptions, certains chapitres dans des ouvrages collectifs qui portent sur des productions issues d'autres territoires, la vaste majorité de ces recherches se concentre sur des productions états-uniennes. Alors moi, ma question, c'est celle-là depuis des années. Qu'en est-il au sein des productions télévisuelles et sérielles francophones? Donc, c'est ce que j'essaie notamment de faire dans mes projets. Alors, notamment, comme l'a mentionné Martha, à travers un projet sur lequel je planche depuis 3 ans pour recenser et analyser ce qui se fait comme production sérielle pour nos plateformes de streaming ici au Québec, mais aussi, et donc c'est ça dont je veux parler plus spécifiquement aujourd'hui, dans le cadre d'un autre projet, et là, pour rire un peu, je me suis dit, tiens, voilà, alors, moi qui s'en va faire un projet en France et qui passe beaucoup de temps à l'INA, aux archives de l'INA pour regarder les productions télévisuelles françaises. Donc, c'est un nouveau projet, comme je disais, c'est pour ça que c'est vraiment préliminaire, qui a été débuté en février dernier. Alors, c'est un projet que j'ai entamé avec certains chercheurs et chercheuses, entre autres de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, où j'avais été invitée. Vous voyez les noms en bas, mais aussi quelques autres personnes qui sont rajoutées dernièrement, dont Sarah Lécossais, Lécia Biscara, je vais mentionner aussi Déborah Gay, qui m'avait invitée, Marlène Coulon-Gully. Alors, vous voyez, on est une belle gang, si vous me permettez l'expression. Et l'objectif de ce projet-là que je chapeaute, c'est vraiment donc de recenser les séries télé françaises qui ont été produites depuis 2018 ou qui étaient encore
en cours de production durant ces années-là et qui incluait au moins un personnage dont l'identité de genre et ou la sexualité était présentée comme non normative. Et ensuite, donc, on les a, jusqu'à date, on a 38 séries télé recensées. Et ensuite, donc, on procède à une analyse textuelle, donc à la fois une analyse critique de discours et une analyse narratologique de chacune des séries, de manière à remplir donc une grille d'analyse que vous voyez ici simplement sommairement. Si jamais ça vous intéresse, me fera plaisir de la partager avec vous. Alors, comme je disais, c'est vraiment un travail d'analyse qui n'est pas terminé, puisque c'est une analyse, évidemment, vous vous en doutez, qui est très longue, mais ce que je voudrais faire dans le cadre de ma présentation aujourd'hui, c'est simplement, comme je disais, vous faire part de quelques constats préliminaires qui ont commencé à émerger concernant les façons dont les relations amoureuses queer, c'est-à-dire celles qui bousculent l'hétéronormativité, sont mises en scène à la télévision hexagonale. Alors, avant toute chose, enfin, je dirais le premier constat qui est donc absolument marquant lorsqu'on analyse ces séries-là, c'est qu'au sein donc, des personnages queer de la télévision française, les hommes sont encore aujourd'hui surreprésentés. Alors, évidemment, je ne peux pas encore établir un pourcentage précis, parce que, comme je disais, plusieurs séries restent à analyser, et comme pour l'instant, il n'existe pas encore d'indexation systématique des personnages, il n'y a pas de métadonnées suffisamment précises qui permettraient de trouver tous les personnages. Alors, ça a été, vous vous en doutez, donc on a procédé avec beaucoup de mots-clés à des recherches, mais ensuite, il faut regarder ces contenus-là pour établir combien de personnages queer, notamment ces séries-là, contiennent et qu'on voit justement quels sont les arcs narratifs à étudier. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je ne peux pas arriver à un pourcentage, mais comme je disais, clairement, les résultats préliminaires tentent à suggérer une association forte entre queerness et masculinité. Et ce qui me semblait intéressant à ce sujet-là, c'est que, bon, évidemment, c'est une tendance qui rejoint partiellement ce qu'on retrouve au sein des séries télé d'autres territoires, mais pas entièrement. Alors, si on circonscrit aux personnages LGB, la surreprésentation de personnages masculins, ça rejoint tout à fait aussi ce qu'on trouve au sein des séries nord-américaines et notamment dans l'histoire de la télévision québécoise. Et c'est d'ailleurs, donc si vous ne connaissez pas ces travaux, je vous invite fortement à les consulter. Alors, Tara Chenadi a documenté cette marginalisation-là des femmes lesbiennes au sein des séries télé québécoises. Alors, je la cite, comme elle mentionnait, entre autres, du côté des femmes, les relations explicites de l'homosexualité accèdent beaucoup plus tard à la visibilité, donc seulement durant les années 90. Alors, en ce sens-là, ça recroise ce qu'on trouve aussi au sein des productions télévisuelles françaises. Or, si nous ajoutons aussi d'autres catégories de personnages queer, notamment les personnages trans, alors là, on observe une représentation beaucoup plus importante de personnages masculins au sein des séries françaises, en tout cas beaucoup plus que ce qu'on peut trouver, notamment lorsqu'on s'intéresse aux séries télé nord-américaines, notamment les séries états-uniennes et québécoises, ou au contraire, notamment, et c'est quelque chose qui a été documenté, les femmes trans sont beaucoup plus représentées, plus visibles que les hommes trans. Alors, il y a ici quand même quelque chose d'assez spécifique, je dirais, à la production télévisuelle française, ou à tout le moins, comme je disais, pour l'instant, ce sont des constats, donc ce sont des hypothèses qu'on va continuer à explorer dans les prochaines années. Certes, précisons quand même quelque chose aussi d'important. On retrouve une diversité un peu plus grande dans les séries pour ados, qui contribuent actuellement à un renouveau esthétique et narratif de la série télé, tant en France qu'ailleurs. Par exemple, pour donner un simple exemple, la série Chair tendre, qui se trouve sur la plateforme France TV Slash, est centrée sur le personnage de Sacha, qui est une jeune femme trans qui tente d'accepter son intersexualité. Et le récit mène au développement d'une relation amoureuse avec son amie Anna. Loin d'être banal, cet arc narratif permet à la série d'aborder plusieurs thématiques qui sont quasi invisibles au sein de la production hexagonale, notamment la transféminité et l'intersexualité, qui plus est chez un personnage principal, ce qui est rare, puisqu'habituellement on les relègue aux personnages secondaires ou tertiaires. On y explore aussi l'amour entre adolescentes sans nécessité d'étiquette. Alors en effet, cette relation amoureuse-là ne mène pas non plus à définir concrètement quelle serait, par exemple, l'identité sexuelle des personnages ou la teneur de leur relation. Et en plus, la série propose une réflexion croisée sur la queerness et la racialisation dans un contexte où la majorité des représentations télévisuelles de personnages et relations queer demeurent associées à la blanchité.
De même, dans la populaire série Scam, France-Belgique, évidemment, donc la version pour France et Belgique, l'un des personnages récurrents des premières saisons, Alexia, parle à plusieurs reprises de sa bisexualité de manière positive et toujours avec une grande volonté de déconstruction des stéréotypes. Et d'ailleurs, ça mène même au développement aussi d'un arc narratif, certes secondaire, mais où elle va entreprendre des démarches avec son copain pour envisager la possibilité de relations sexuelles avec d'autres personnes, voire la possibilité de fonder un couple. Cela dit, la majorité des personnages et des relations amoureuses queer dans Scam demeurent associés à des garçons et c'est la même chose aussi pour les autres séries pour ados françaises qu'on a analysées jusqu'à maintenant. Et ce qui surprend n'est pas tant l'importance quantitative qui est accordée aux garçons, mais bel et bien l'importance qualitative. C'est-à-dire que les relations entre garçons homosexuels ou bisexuels sont en effet davantage développées au sein des récits. Par exemple, dans Scam, il y a une saison entière qui est centrée sur les premiers émois amoureux de Lucas, que vous voyez ici au centre, alors qu'aucune saison ne se concentre explicitement sur Alexia. De même, dans la série Les Grands de la plateforme OCS, et là, je tiens à m'excuser pour la photo qui n'est pas la plus représentative, je dirais, des relations amoureuses de Ilyes, mais comme je n'ai pas eu le temps encore de faire toutes les captures d'écran des séries, ici au Québec, c'est fou comme on ne trouve pas beaucoup de choses beaucoup d'images sur ces séries-là françaises. Donc, dans cette série-là, Les Grands de la plateforme OCS, les amours queer d'Ilyes sont principalement associés au personnage d'Ilyes, et cette situation témoigne d'une tendance persistante à la marginalisation de la queerness chez les femmes et les adolescentes, et j'irais même dire un malaise face à l'exploration narrative des amours entre femmes, puisque même une série comme Chère Tante, dont j'ai parlé précédemment, malgré son caractère novateur, confine la relation amoureuse de Sacha et Anna à la toute fin du récit, ce qui ne permet donc pas son exploration. Donc, bien qu'il me semblait nécessaire d'apporter cette précision, il y a une frontière encore plus nette que celle du féminin et du masculin qu'on a découvert dans les productions, c'est-à-dire une distinction très nette entre les séries destinées à une offre généraliste versus celles destinées à une offre spécialisée. Donc, en effet, dans les séries destinées aux chaînes généralistes, ici, je n'ai mis qu'une image d'une série au très long cours. Ici, tout commence sur TF1. Oui, voilà. Désolée, on va faire accès les gens dans la salle. Voilà. Donc, dans les séries destinées aux chaînes généralistes, les personnages queer sont quasi systématiquement relégués au rôle secondaire, voire tertiaire, dans des séries comme Balthazar, Ici tout commence, Le Remplaçant, Grand Hôtel ou Mensonge, alors qu'ils sont beaucoup plus propices à occuper un rôle de premier plan dans les séries destinées soit à une chaîne spécialisée ou directement au web. La production relativement récente de mini-séries en France comme Fierté, J'ai deux amours ou encore Les Engagés, Scam, Chère Tante sur la plateforme France TV Slash pour les 3 dernières a permis le développement de récits centrés principalement sur la thématique des identités et des sexualités queer. En plus d'avoir une incidence sur les arcs narratifs et les dialogues, cela a aussi une incidence sur la construction visuelle des récits, puisque nous y retrouvons une monstration beaucoup plus importante et graphique des relations amoureuses et sexuelles queer que ce que propose la télévision généraliste. Autrement dit, les scènes de baiser sont plus fréquentes et les scènes de sexualité plus explicites que ce que semble encore permettre la télévision généraliste. Par exemple, la série Les Engagés, qui est centrée sur un groupe d'hommes gays qui fréquentent le Point G, alors c'est le nom pour le centre LGBT de Lyon, met en scène quelques scènes sexuellement plus explicites, en plus de représenter l'un des seuls troubles de la télévision française à travers les personnages de Hicham, Elijah et Bastien. Bon, si jamais il y a des chercheurs et chercheuses françaises sur Zoom aussi, on pourra en discuter. Il y a effectivement un trouble, notamment dans cette série-là, Ici tout commence, qui est destiné à une chaîne généraliste, mais disons que la représentation de cet amour-là est un peu plus problématique que ce qu'on nous propose sur le web. Et même chose ici, donc à ce sujet pour la représentation de la sexualité, la série Scam apparaît encore une fois comme un cas exemplaire, à mon avis, de cette volonté de représentation équitable des désirs charnels et d'intimité amoureuse, peu importe l'identité sexuelle des personnes concernées. En analysant la série, on constate en effet des stratégies similaires dans la mise en scène et l'esthétisation des premiers rapprochements amoureux entre personnages. Là, j'aurais même amené plus d'images, je n'en ai pas, mais il y a vraiment des similitudes esthétiques dans les mises en scène des rencontres amoureuses, notamment entre la saison 2, qui est vraiment centrée sur un récit hyper normé, qui est celui de la passion amoureuse entre Manon et Charles, versus ce qu'on nous présente ensuite dans la saison 3, qui est centrée pour sa part sur la relation amoureuse tout aussi enflammée entre Lucas et Elliot, et à des simples fins de support visuel. Je vous mets un peu un exemple ici. Et même pourrions-nous avancer que la série Scam représente plus graphiquement les relations sexuelles queer
que les relations hétéros. L'une des scènes, comme vous voyez ici, ayant le plus marqué l'auditoire, et j'ai pu le constater en discutant avec des étudiants en France, c'est celle-ci, donc celle d'une relation sexuelle hyper esthétisée entre Lucas et Elliot, dans laquelle leurs corps enlacés finissent par se fondre dans la fresque qu'ils avaient commencé à peindre. La série suggère ainsi que l'amour queer qui s'exprime et se vit publiquement est plus beau que n'importe quelle œuvre d'art, et leurs amis se battront d'ailleurs ensuite pour conserver cette fresque à l'école à titre de symbole de leur génération. Et je précise aussi, donc selon les anecdotes qu'on a, donc c'est une scène qui a été filmée une seule fois, donc de manière aussi à s'assurer que pour les jeunes acteurs, comme vous voyez, que ce soit pas trop difficile et pénible à tourner. Voilà, donc je vous invite. Bon, et voilà, après ce petit moment de nudité, je passe à la diapo suivante. Autre constat, hein, les gens queer heureux n'ont pas d'histoire. Alors, les premières analyses pour ce projet mènent à penser que les représentations de l'amour et de la sexualité commencent à changer, à se diversifier. Et d'ailleurs, je dois avouer que mes collègues en France étaient particulièrement surpris de trouver autant de séries incluant des personnages queer, 38, et ne s'attendaient pas à un tel nombre. Donc, ça peut être quand même considéré comme assez encourageant. Cependant, une constante un peu plus préoccupante, du moins qui nécessitera d'être étudiée plus longuement, est celle de la dominante tragique des relations amoureuses queer représentées dans une majorité de séries. Autrement dit, l'arc narratif de la relation amoureuse est souvent représenté comme étant parsemé d'embûches et comme menant à une issue négative ou du moins ambivalente qui laisse planer le doute sur la viabilité du couple et sa capacité à accéder au bonheur. Alors, pour ne donner que quelques exemples, dans la mini-série Fierté, les relations amoureuses du personnage principal, Victor, portent toujours en filigrane sur la thématique du bonheur qui nous file entre les doigts. Alors, par exemple, son premier amour, Céline, va le quitter parce qu'il est incapable de faire son coming out et leur retrouvaille, une décennie plus tard, sera marquée par l'adultère et se finira abruptement sous forme de trahison. De même, son conjoint Serge est séropositif et meurt quelques jours seulement avant leur mariage. Dans la série Pour ados, les grands, les histoires d'amour d'Iliès sont elles aussi condamnées à ne pouvoir durer, dans un cas, encore une fois, à cause que l'autre garçon refuse de dévoiler son homosexualité, et dans l'autre cas, parce qu'il s'agit d'une relation avec son professeur, donc évidemment marquée par des abus de pouvoir. Dans Les Sauvages, le personnage secondaire de Slim reste dans le placard et se résigne à se marier à une femme pour faire plaisir à sa famille. Et dans Mensonge, que je trouvais particulièrement intéressante aussi, on retrouve un personnage, donc le personnage de Vanessa, qui est une brillante avocate. Elle défend la cause de Jeanne, qui est le personnage principal, qui accuse un homme de l'avoir violée. Et donc, Vanessa sera à son tour violée par ce même homme et elle tombera enceinte de lui. Or, puisqu'elle suivait des traitements de fertilité afin d'avoir un enfant avec sa conjointe, elle n'ose révéler son viol à cette dernière et elle décide de garder l'enfant par peur de ne pas réussir à tomber enceinte à nouveau. Donc, la finale de la série nous montre certes un couple heureux, mais il s'agit d'une finale douce amère, hein, puisque le public connaît le terrible secret de Vanessa qui pourrait menacer son couple. Et même le couple de Lucas et Elliot, dans Scam que je vous ai montré, est aussi menacé par les troubles de santé mentale d'Elliot, qui est bipolaire, et donc c'est aussi une problématique qui traverse la série. Donc, il semble donc y avoir une tendance, donc si ce n'est une nécessité, de capter l'intérêt des spectateurs et spectatrices en multipliant les embûches, de même que les conflits identitaires et relationnels au sein des couples queer. Certes, les péripéties sont légion dans toute série télé, il le faut, mais il me semble néanmoins important de questionner cette priorisation de récits malheureux, tortueux, voire tragiques au sein des couples queer. N'y aurait-il pas lieu d'y voir une tendance, peut-être inconsciente, à punir les personnages dont les identités, par leur non-conformité, ne semblent pouvoir mener au bonheur? Une autre hypothèse de recherche qu'on va essayer de tester dans les prochaines étapes, à tout le moins voir si on l'infirme ou on la confirme, mais c'est celle d'une possible différence homme-femme à ce sujet. Donc oui, on a trouvé évidemment des récits amoureux négatifs pour les deux genres, mais il semblerait bien que les récits soient plus tragiques et négatifs dans le cas des hommes. Les personnages masculins sont ainsi souvent représentés comme étant assaillis par les conflits identitaires et relationnels. La relation amoureuse est parsemée d'obstacles et le couple, une destination presque impossible. L'impact délétère de l'homophobie sur les identités et les couples y est notamment souvent représenté. Et alors que l'homophobie est une thématique quasi absente lorsqu'il s'agit de femmes. Donc, l'homophobie pour les femmes, ça ne semble presque pas exister dans les séries télé. Les relations amoureuses entre femmes sont au contraire représentées comme étant beaucoup plus positives, saines et centrées sur l'entente. Et lorsque malheur survient, comme dans le cas de la série Mensonge que je viens de vous mentionner, c'est un homme qui en est responsable du malheur.
On voit ici, selon moi, l'influence de stéréotypes de genre dans le développement des récits amoureux. Donc, chez les femmes, l'amour est plus gratifiant, bienveillant et, précisons-le, très peu charnel, donc peu de scènes de sexualité explicite, alors que la vie amoureuse des hommes apparaît plus tumultueuse, marquée par de multiples luttes, donc les luttes contre soi, contre l'homophobie, contre son homosexualité qu'on refoule, contre la société, contre la mort. Mais peut-être aussi, et je vous lance l'hypothèse, on pourra peut-être en discuter, peut-être aussi que le fait que les relations amoureuses entre femmes soient représentées comme étant plus harmonieuses et tranquilles est aussi un signe du moindre intérêt narratif qu'on leur porte. Alors, ultimement, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est sûr aussi qu'un tel projet, l'objectif, ce serait de parvenir à des constats plus généralisables concernant les tendances des séries françaises quant à la représentation de la diversité sexuelle et de genre, mais donc aussi de la diversité amoureuse. Et un autre projet que je chéris, c'est évidemment de pouvoir un jour mettre en commun ces données avec celles de mes analyses sur les séries québécoises, de manière à contribuer au développement des recherches sur la production télévisuelle francophone à l'ère numérique et en vérifiant notamment est-ce qu'il y aurait certaines particularités. Donc, en terminant, je regarde ma femme juste pour m'assurer qu'il me reste du temps pour conclure, merci. Donc, j'ai commencé déjà à voir certaines pratiques scénaristiques similaires, notamment qui ont pour effet de marginaliser les personnages et relations queer dans les séries destinées aux chaînes généralistes, alors que la diversité est quantitativement et qualitativement plus importante dans les séries destinées au web. Donc, on trouve ce phénomène en France, on retrouve le même phénomène ici au Québec. Cependant, les séries québécoises des chaînes généralistes diffèrent par leur inclusion un peu plus grande de diversité et une plus grande monstration de rapports amoureux et sexuels queer que ce qui se fait en France. Mais l'une des raisons en est peut-être, bon, évidemment, on pourrait discuter, il y a peut-être des raisons culturelles, du point de vue des mœurs, du point de vue de ce qui est perçu comme étant acceptable pour un large public, mais il y a aussi, évidemment, comme on sait souvent, il y a de multiples facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Il y a aussi peut-être le principe que le marché québécois étant très petit, très peu de séries, donc de la télévision linéaire, sont destinées à d'autres chaînes que les chaînes généralistes. Donc, ça fait en sorte que si on veut montrer la diversité et donc montrer aussi un peu plus la sexualité, c'est les chaînes vers lesquelles on se tourne. Alors qu'en France, il y a évidemment donc, des chaînes, on parle de Arte, Canal+, donc, qui peuvent aussi donc, contribuer au renouvellement de la production fictionnelle. Ce faisant, les chaînes généralistes en France peuvent peut-être demeurer un peu plus conservatrices, puisqu'une offre alternative est disponible ailleurs. Une autre différence marquante, et c'est ce qui m'amène à la diapo, par contre, est celle de l'intersectionnalité des représentations. En effet, alors que les représentations de relations amoureuses et de personnages queer demeurent très blanches au Québec, on retrouve une plus grande diversité ethnoculturelle au sein des séries françaises. Nous retrouvons notamment plusieurs personnages d'origine arabe, ce qui mène ainsi à croiser au sein des récits, non sans reproduction évidemment de certains stéréotypes par moment, mais on croise des réflexions sur la sexualité, l'identité, l'ethnie et même la religion. Donc, notamment à travers une thématique qui revient souvent autour donc de l'acceptation de la diversité sexuelle de genre au sein des communautés musulmanes. Alors, comme je disais, ce n'est pas sans reproduction parfois de stéréotypes, mais ça amène quand même, ça me semblait assez frappant de voir donc la diversité ethnoculturelle des personnages queer et des relations amoureuses queer présentées en France comparativement à ce qu'on voit ici au Québec. Alors voilà, donc ici, juste pour vous montrer un peu un exemple de personnage que j'ai analysé dans les dernières années sur les séries québécoises. Comme vous pouvez voir, c'est très blanc. Alors, je terminerai peut-être tout simplement en disant, pour paraphraser Éric Massé, que les séries télé ne sont évidemment jamais un simple reflet de la réalité, mais un reflet d'un certain imaginaire du moment, comme il dit. En ce sens, ces œuvres de fiction représentent différentes conceptions de l'amour et de l'intimité à l'époque contemporaine. Elles peuvent certes contribuer, dans plusieurs cas, à la reproduction de stéréotypes ou de certaines pratiques de marginalisation, mais elles peuvent aussi aider à repenser et à diversifier les visages et les configurations de l'amour. Et c'est ce que j'ai l'impression, c'est ce qu'on voit qui prudemment est en train de se mettre en place et de s'articuler, tant ici au Québec qu'en France. Et évidemment, donc, une des choses que je n'ai pas eu le temps encore d'analyser, mais évidemment, vous vous en doutez, qui va faire partie des prochaines étapes de ce projet-là, c'est aussi de s'intéresser à la question de la langue, notamment du champ lexical mobilisé, donc pour parler des relations amoureuses queer. Alors, on pourra peut-être en discuter dans la période de questions et réponses. Je commence à avoir certaines hypothèses, mais voilà, je me suis dit, je vais terminer un peu avec un cliffhanger, comme on fait dans les séries télé, en disant que ce sera pour une prochaine conférence. Et donc, bien, sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci énormément, Stéphanie. Alors, on en reste souvent beaucoup de questions.
Si j'arrête le partage, Chiara, la question de l'enregistrement, on était en train d'enregistrer? Oui. Est-ce qu'on arrête l'enregistrement? Ça se peut pour chaque